maintenant à notre dernier grand temps fort, le Digital Dialogue Emerging Valley. C'est une grande tradition. C'est se poser après 2 journées de débats intenses avec les 60 sessions en simultané qu'il y a eu pendant 2 jours sur l'état des relations entre, à travers le digital, à travers l'innovation, à travers une projection sur le futur des relations entre l'Afrique et l'Europe, et notamment à travers le prisme de la révolution numérique. Et pour échanger sur ces sujets, nous avons la chance d'avoir un panel extrêmement prestigieux, à savoir Monsieur Gilles Babinet, qui est le digital champion de la France auprès de la Commission européenne et qui est coprésident du Conseil national du numérique, Omar Cissé, qui est le fondateur d'InTouch, membre du Conseil national du numérique du Sénégal, qui est sous l'autorité du président de la République, Macky Sall. Nous avons Jean-Michel Severino, que je remercie, qui est le président d'Investisseurs et Partenaires, ancien président de l'Agence française de développement. Nous avons Eva So-Ebion, qui est la cofondatrice de The Innovation for Policy Foundation et également de i4Policy, qui est très investie dans les politiques publiques dans les pays africains et pour faire émerger des Startup Acts. Elle nous en parlera. Nous avons Philippe Wang, qui est le vice-président exécutif de Huawei North Africa. Est-ce que Philippe est là. Malheureusement, j'ai le regret de vous annoncer que Amroté Abdellah, pour des raisons familiales graves, n'a pas pu se joindre à nous. Et nos pensées sont pour elle. Et nous pensons à elle ce soir. Malheureusement, elle ne peut pas être des nôtres ce soir, malheureusement. Et en tout cas, elle est virtuellement présente dans nos pensées. Et je commence tout de suite pour poser un peu le débat. C'est comment aujourd'hui l'Afrique numérique, qui devient un peu le pôle d'attraction, de temps, d'attention, non pas seulement des médias, mais maintenant de plus en plus d'acteurs du privé, d'investisseurs. Et on a vu, et notamment hier dans les débats, cher Jean-Michel, avec Jérémy Ashdenberg, on a montré que malgré la crise de la Covid, il n'y a jamais eu autant d'investisseurs, autant d'investissements aujourd'hui dans les startups africaines, presque à contre-courant de ce qu'on pouvait imaginer. Les levées de fonds selon Partech Africa ont augmenté de 44%, alors que tout le monde prévoyait, attendait, envisageait un cataclysme sur les entreprises numériques africaines. Et pourtant, la résilience est bien là. Et pourtant, les entrepreneurs sont toujours debout, les startups africaines sont toujours debout. Et dans cet échiquier-là, l'Afrique qui se maintient et qui continue à attirer les investisseurs peut devenir et peut assez rapidement, si les fondamentaux sont là, devenir une puissance numérique. Et cette question de la puissance numérique africaine, aujourd'hui, la question que je souhaite poser, c'est comment en faire une réalité et comment les grands acteurs du digital, les grands géants du numérique peuvent œuvrer et accompagner le renforcement des écosystèmes entrepreneuriaux. Et pour poser cette question-là, honneur aux dames, je vais d'abord m'adresser à toi, Eva. On parle beaucoup de Startup Act africain, on parle beaucoup de l'implication des pouvoirs publics dans l'émergence aujourd'hui, du renforcement de la tech africaine. Et on dit souvent qu'elle n'est pas suffisante, elle n'est pas assez présente, et que la jeunesse africaine attend beaucoup plus de l'État pour accompagner les startups. Aujourd'hui, en quelques minutes, quel est le rôle des gouvernements africains pour faire émerger des puissances numériques africaines souveraines en matière de digital, et comment avoir une relation équilibrée avec les géants de l'Internet. On a la chance, et c'est un vrai plaisir d'avoir Huawei, un représentant de haut niveau de Huawei qui vient débattre avec nous. Malheureusement, et pour des raisons tout à fait compréhensibles, Microsoft ne peut pas être des nôtres, mais en tout cas, ce débat est un dialogue inclusif, et c'est une opportunité de dialoguer et de faire avancer la compréhension et de faire avancer le débat au service des startups africaines. Eva, je te donne la parole. Merci beaucoup Samir, et bonjour à tout le monde. Bonjour également aux autres panélistes avec qui je partage ce moment. Très heureuse d'être là. Alors pour répondre à la question, d'abord j'aimerais beaucoup partager le fait qu'on se rend vraiment compte aujourd'hui que les États africains ont un rôle de facilitateur pour vraiment faire en sorte de faire émerger l'environnement nécessaire pour que les acteurs, qu'ils soient de la société civile ou du secteur privé, puissent vraiment prospérer dans leur rôle respectif. On s'intéresse notamment aux populations africaines en elles-mêmes,
On a vu ces dernières années déjà une classe moyenne qui a émergé avec vraiment un rôle en tant que porteuse de changements durables. Elles vont faire en sorte de faciliter l'accès aux biens de consommation à travers une plus grande demande. Elles vont également vouloir envie de services publics qui soient de meilleure qualité. Tu as notamment, Samir, parlé tout à l'heure de la jeunesse. Donc la jeunesse qui joue aujourd'hui un rôle déterminant comme acteur de changement, que ce soit au niveau de leur appétit pour les nouvelles technologies ou pour toutes les initiatives de formation professionnelle qu'on a vues sur le continent. Et d'ailleurs, dans ce nouveau narratif africain, on voit que la jeunesse joue vraiment un rôle, que ce soit à travers des expressions artistiques, culturelles ou sociales. Et enfin, on a vu différents acteurs qui ne sont pas étatiques, qui vont vraiment avoir envie de se joindre au gouvernement à travers des initiatives d'engagement citoyen pour faire en sorte de faire changer ce système social, ce système économique. Donc, plus que jamais, il est important de repenser les administrations africaines. Ça passe bien entendu par des plateformes d'administration qui soient digitales dans certains cas, qui vont faciliter en tout cas l'autonomisation des entreprises. Ça passe également par la capacité de nos États à pouvoir pousser le développement et le rayonnement de nos différents pays par les économies locales et donc d'avoir vraiment une vision qui soit transformative, qui soit long-termiste et qui pousse une démarche participative. J'aimerais quand même rappeler qu'il nous reste des défis pour pouvoir devenir cette grande puissance numérique. Je pense que l'autonomie que je mentionnais à l'instant, elle est importante. Comment est-ce que nos économies locales peuvent fonctionner vraiment au niveau national? La crise du Covid l'a notamment montré. Comment est-ce qu'on pousse aussi davantage une inclusion numérique avec vraiment une domestication des usages, faire en sorte que l'offre numérique aujourd'hui soit plus adaptée. On sait que le téléphone mobile est vraiment le facteur et l'instrument qui permet d'apporter le digital aux populations, mais il faut au-delà de ça que les contenus soient adaptés, que le téléphone en ce sens-là devienne un outil de réseau qui permette vraiment de fédérer les acteurs, mais au-delà pour les communautés elles-mêmes et dans les zones rurales ou les régions, notamment dans nos pays, que ça facilite l'accès à des services supports. On a vu notamment l'émergence des tontines digitales, l'accès aussi à des soins de santé. Très bien. Merci beaucoup Eva. Oh, tu as beaucoup parlé de souveraineté numérique et je vais me tourner ensuite vers Gilles pour justement parler un peu quels sont les déterminants de la souveraineté numérique en matière digitale. Mais tout de suite, je vais me tourner vers Jean-Michel Severino. Nous avons la chance et le privilège de vous accueillir. Vous avez longtemps dirigé l'Agence française de développement. On sait aujourd'hui que la croissance digitale elle a un coût considérable en matière d'investissement dans les infrastructures. Aujourd'hui, concrètement, comment est-ce qu'on peut financer cette croissance digitale, les infrastructures numériques africaines? Est-ce que les institutions publiques, les agences de développement suffisent? Est-ce que les États suffisent? Est-ce qu'il ne faut pas faire de plus en plus appel justement aux grands géants du numérique pour financer cette croissance digitale? Et alors, il se trouve que la société que j'anime maintenant et dans la vie de laquelle j'ai eu le bonheur de croiser Omar, qui est avec nous ce soir, est consacrée à l'investissement dans les PME et les startups africaines et nous investissons dans beaucoup de startups du monde du digital, entre autres activités. Mais votre question m'invite à répondre pas sous cet angle-là, mais avec un autre chapeau, peut-être celui d'ancien directeur général de l'AFD, mais aussi celui d'un des membres du conseil d'administration d'Orange, où je suis entre autres pas mal les questions africaines. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, le financement des infrastructures du digital, c'est d'abord le fait des acteurs privés. Les grandes infrastructures que sont par exemple les câbles, les liaisons terrestres, l'investissement dans les tours télécoms, tout ça est aujourd'hui de l'ordre du privé. Et une des choses qui m'a beaucoup frappé ces dernières années, c'est à quel point le secteur privé s'était justement investi. En fait, on a eu très peu besoin du secteur public pour ces grandes infras qui ont énormément progressé dans la dernière décennie. Elles ont énormément progressé parce que les opérateurs télécoms ont mis beaucoup d'argent sur la table pour arriver à suivre la demande, parce que la population africaine s'est montrée incroyablement réceptive au digital. Les usages se sont multipliés, à la fois par les consommateurs, les citoyens, mais aussi les entreprises africaines.
et les acteurs de l'écosystème numérique qui viennent justement d'être évoqués. Et donc, les opérateurs télécoms ont cherché à démultiplier non seulement le mobile, mais aussi des investissements fixes, entraînant d'ailleurs dans leur sillage des grands équipementiers comme Huawei. Orange est un des grands clients de Huawei en Afrique. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs. Il y en a bien d'autres. Et ce qui est aussi impressionnant de voir, c'est à quel point les infrastructures ont également été investies par d'autres grands acteurs du privé. Par exemple, les tours télécoms, qui sont un enjeu très important, ont donné lieu à des investissements de taille extrêmement importante, de fonds d'investissement ou de sociétés de très grande taille, de sociétés financières de très grande taille, de multinationales, qui se sont investies dans des approches de rendement qui sont extrêmement importantes. Et ce n'est pas que le capital international, puisqu'il y a de nombreux opérateurs télécoms privés africains qui ont été eux-mêmes les constructeurs de ces infrastructures. Donc je dirais qu'aujourd'hui, oui, on peut certainement faire beaucoup de choses avec le public, mais c'est aussi, et c'est, je crois, très très heureux, le privé, opérateurs télécoms, fonds d'investissement, grandes opérations, grandes entreprises d'infrastructure, qui sont aujourd'hui le fer de lance de cet effort d'équipement dans un cadre qui est bien entendu fourni par les États africains, puisque ce sont eux qui, par leur politique d'attribution des fréquences, par l'encadrement législatif du secteur, créent les conditions de cet investissement et en retirent d'ailleurs des bénéfices significatifs parce que le secteur est très taxé et contribue de manière très importante à l'équilibre des finances publiques africaines. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Severino. Vous avez mentionné Huawei, vous avez mentionné justement cette question de l'investissement public et la question de la souveraineté. Elle m'oblige à me tourner directement vers Gilles Babinet. Vous travaillez beaucoup sur ces sujets. Aujourd'hui, quand on parle d'infrastructure, aujourd'hui, quand on parle de connectivité, aujourd'hui, quand on parle de contrôle des données, aujourd'hui, quand on parle de compétences digitales, quels sont les déterminants de la souveraineté en matière digitale ? Bonjour à toutes et à tous et merci à Emerging Valley et à toi Samir pour d'organiser ce débat. C'est tout à fait bienvenu à maints égards dans ces temps. Je crois que c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu actuellement à l'égard de l'Afrique que je pourrais qualifier de géotechnologique. L'Afrique était une zone d'influence et qui a beaucoup évolué. La Chine y était historiquement assez peu présente et y est aujourd'hui de façon extrêmement massive. Et on voit que finalement, les grandes plateformes économiques et technologiques s'y expriment en comprenant bien que c'est un continent, entre guillemets, à saisir, à la fois pour des raisons démographiques, et puis en même temps parce que on voit bien que c'est un continent en développement et qu'une fois qu'on aura mis le pied dans la place, on aura l'espoir de pouvoir y rester. Alors, on a clairement des enjeux et je trouve que sans faire la liste des pays qui se positionnent dans un camp ou dans l'autre, la chose qui est quand même assez intéressante, c'est qu'on est assez souvent à front renversé à cet égard, mais qu'il n'y a pas vraiment de zone neutre. C'est-à-dire que les pays, souvent, soit font allégeance à cette fameuse route de la soie, comme on l'appelle en France, ou One Belt One Road, plus communément dans le monde anglo-saxon. Et ce faisant, il y a des équipements massifs qui sont faits dans nos infrastructures technologiques. Mais néanmoins, j'observe que pour tous les pays côtiers, il y a une possibilité de relative indépendance, c'est-à-dire d'accéder directement au backbone, ou en tout cas d'avoir une source qui est relativement autonome de l'infrastructure secondaire, l'infrastructure télécom à cet égard. Le grand sujet pour l'Afrique, je crois, c'est d'être capable de créer ses infrastructures de résilience et en particulier ses data centers. Pour l'instant, le cloud est assez peu répandu en Afrique. Les entreprises, les corporations utilisent des systèmes qui sont plutôt propriétaires, qu'on appelle on-premise, mais les choses changent extrêmement vite. Et on a vu ces derniers mois un certain nombre d'acteurs économiques, et là je rejoins ce que vient de dire Jean-Michel, qui se sont positionnés sur des raisons strictement économiques sur ce continent, en général en partant des extrémités, c'est-à-dire que dans le cloud, les acteurs que moi j'ai à l'esprit se positionnent
surtout au Kenya, au Maroc, en Afrique du Sud, principalement d'ailleurs en Afrique du Sud, mais aussi parfois dans d'autres pays. Et donc, je pense que le vrai enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte que on fasse émerger une chaîne de valeur qui soit complètement intégrée. Il y a des segments qui n'appartiendront pas à l'Afrique. L'infrastructure télécom, il y a pour le moment 5 acteurs mondiaux, en tout cas de présence mondiale. Il n'y a pas d'acteurs africains. Mais sur le reste, sur les solutions de services cloud, donc de SaaS, et sur les solutions de IaaS ou de PaaS, de plateformes, on peut très bien avoir des plateformes qui se positionnent sur ce sujet. D'une façon générale, je pense que le vrai sujet, et le premier sujet de l'autonomie, de la résilience, de la souveraineté, c'est pas tellement un sujet d'infrastructure. Alors je peux choquer certains en disant ça, mais je pense que c'est avant tout un sujet de capital humain. C'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser des infrastructures qui sont totalement étrangères, chinoises et américaines pour ne pas les nommer. Si vous avez une très bonne expertise technologique, vous avez le moyen de faire en sorte que vous vous affranchir des potentielles utilisations abusives de ces données. C'est un niveau de jeu qui est extrêmement élevé, mais si vous voulez, c'est là pour moi où il y a une opportunité en Afrique. C'est-à-dire que moi, je rencontre assez souvent des gens qui se sont formés au Nigeria, au Kenya, parfois dans d'autres pays, et qui sont à un niveau d'expertise de classe mondiale. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a juste 4 ou 5 ans. C'est vraiment, vraiment très, très nouveau. Et c'est une opportunité extraordinaire, je pense, pour l'Afrique, à la fois en termes de développement économique, et puis évidemment pour répondre à ta question en termes de souveraineté également. Merci beaucoup, Gilles Babinet. Je me tourne vers Philippe Wang. Est-ce que vous m'entendez? Alors, est-ce qu'on peut entendre le son? Voilà, voilà, ça y est, on vous entend. Maintenant, c'est bon? Oui. D'accord, ok. Alors, Est-ce que la voix est claire? Oui, c'est bon, c'est bon. Je vais vous poser tout de suite une question. Le Maroc vient d'annoncer la mise en place d'un data center souverain à Ben Guerir à la vocation panafricaine. Selon vous, quelles autres initiatives de ce type peut-on encourager sur le continent et comment Huawei veut s'inscrire dans le soutien à ce type d'initiative avec aujourd'hui la stratégie qui est la vôtre sur le continent africain? Ok. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Bien. Tout le monde? Ok. Bon. Huawei, on est arrivé sur ce continent il y a 24 ans, depuis 1997. Hélas, nous n'entendons pas. Allô? Oui, alors est-ce qu'il y a peut-être un petit... Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Moi, en tout cas, sur le live, on vous entend. Mais Ouais. un panéliste ne vous entende pas. Mais... Pour les autres panélistes, non? C'est bon. Monsieur Wang. Ouais, c'est bon maintenant? Maintenant, c'est bon pour tout le monde, hein? Oui. Il a des échos. Ok. Je peux y aller maintenant, c'est bon, hein? Ok. D'accord. En fait, ouais, Huawei, on est arrivé sur ce continent il y a 24 ans. C'était dans les années 1997. Donc, on a vécu différentes périodes sur ce continent-là. Et je pense que le sujet data center et souveraineté numérique, maintenant, ça devient très à la mode, mais c'est la réalité en Afrique. Parce que tout ça, là, c'est le data center, comme évoqué par Monsieur Babinet, c'est pas une question de technique, c'est une question sur le capital humain. Donc, pour bien faire passer cette révolution, on l'appelle révolution numérique, pour nous, je pense qu'il y a 4 chantiers à faire. Pourquoi? C'est parce que c'est tout d'abord, il faut qu'on ait une infrastructure digitale solide et évolutive. Et dans le futur, maintenant, c'est l'infrastructure de télécom. Mais dans le futur, ça s'évolue vers l'infrastructure data center. Et ça, c'est la partie hardware.
Mais la partie hardware, ça ne suffit pas. Mais il y a une autre partie, c'est la partie software. La partie software, c'est basé sur une éducation, une formation bien engagée. Bien engagée. Ça veut dire il faut qu'on forme bien la nouvelle génération qui maîtrise la technologie ICT. Pourquoi? Parce que bientôt c'est quatrième évolution. Maintenant on rentre dans la quatrième évolution industrielle. La quatrième révolution industrielle est basée sur la technologie ICT. Donc sans la capacité de bien maîtriser cette partie-là, on ne peut pas bien faire face le challenge. Voilà. Donc c'est l'éducation et formation engagée, c'est très important. Il faut bien préciser. Donc Huawei aussi on joue un rôle pour assumer notre responsabilité sociale dans ce secteur-là. Et après, il faut qu'on ait un investissement encouragé pour trouver plus de moyens, encourager les acteurs dans le public et aussi dans le privé. Avant, comme évoqué par Monsieur Severino, maintenant c'est plutôt les acteurs privés qui investissent beaucoup dans ce secteur-là. Mais il faut qu'on ait d'autres moyens de mobiliser d'autres ressources financières pour investir davantage dans ce domaine ICT. Et ça, c'est le troisième point. Quatrième point, il faut qu'on ait un cadre législatif clair. Avant de lancer tout ça, avant de lancer tous ces chantiers, il faut qu'on ait un cadre juridique clair pour bien protéger toutes les données. Et c'est comme le cas RGDP en Europe, qui donne un standard objectif pour tous. Et aussi, c'est une confiance pour tous. Parce qu'on travaille dans un cadre clair avec des standards objectifs. Donc ça, c'est une assurance pour tout le monde. Et en plus, c'est encourager davantage, il faut qu'on ait un cadre législatif, encourager les acteurs, comme je disais, encourager les acteurs publics et privés d'investir davantage dans le domaine ICT. Donc, tous ces chantiers-là sont très importants et il faut que le continent Afrique, dans tous les pays, tous les différents États, qui se orientent pour bien bétonner dans ces 4 annexes. Et puis, on voit, il y a des cas comme le Maroc. Maintenant, on a des data centers est en train de se développer. En fait, ça c'est un modèle adapté au Maroc. Ce data center-là, c'est un fruit. C'est un fruit après l'alliance entre OCP et IBM. Et puis maintenant, c'est aussi avec l'université Mohamed VI. Et puis, l'idée, ce projet a été lancé en 2015. À l'époque, c'était pas encore une stratégie bien claire au niveau national pour définir la souveraineté numérique. Mais les acteurs comme OCP, comme IBM, ils osent de se lancer dedans. Et c'est pour moi, ma compréhension, c'est pour poser le premier pied pour la stratégie souveraineté numérique pour le Maroc. Et aussi, il y a d'autres cas dans d'autres pays, c'est comme Sénégal. Sénégal, c'est le président Macky Sall bientôt va inaugurer un data center national. C'est le data center géré et piloté par l'Agence de l'information de l'État. Et puis c'est Huawei qui fournissent et qui construit ce data center pour Sénégal. Donc on voit il y a différents modèles. Au Maroc, c'est le fonds privé qui investit, mais avec une vision globale dans le domaine ICT. Et Sénégal, c'est un autre modèle. C'est l'État qui va initialiser cette stratégie et mettre en œuvre devenir un data center qui servir à l'intérêt public et privé. Donc je pense que c'est en Afrique, il y a encore des chantiers et un long chemin à faire, mais il y a des initiatives qui sont très très encouragées dans le secteur privé et dans le secteur public. C'est en train de mettre en place. Donc je vois cette vision est bien partagée. Et après, pour la phase suivante, il faut qu'il y ait une consolidation pour qu'on trouve des synergies et pour mieux piloter dans ce domaine.
Merci beaucoup Philippe Wang. Donc on vient de voir de manière assez large la stratégie de Huawei sur ces enjeux de connectivité et donc qui touche bien entendu à la question de la souveraineté. Et vous parliez du Sénégal et du coup je me tourne directement vers Omar Cissé, vous êtes le fondateur d'InTouch. Donc InTouch c'est vraiment une success story sénégalaise dans les fintech. Vous avez, je rappelle, parmi les nombreux partenaires, deux géants du CAC 40, par exemple, qui ont investi chez vous. Donc, vous êtes vraiment dans une démarche de scale-up déjà largement aboutie. Ma question, c'est comment, quelque part, les écosystèmes africains peuvent tirer profit de l'attrait croissant des géants du numérique comme Huawei et comme ce que vient d'expliquer Philippe Wang. Et pour... une deuxième question, c'est pour rebondir sur ce que expliquait Gilles Babinet par rapport aux compétences. Comment, pour InTouch, assurer un transfert de compétences et une montée en puissance d'un leadership numérique local sur le continent et par exemple au niveau du Sénégal, comme vient de l'évoquer Philippe Wang? Très bien, merci beaucoup Samir, c'est de très grosses questions. Hein. Déjà ravi de partager ce panel avec tous ceux qui sont là. Bonjour Gilles, Jean-Michel, Eva. Très ravi de vous croiser hein, dans ce panel. Comment d'abord tirer profit de la présence des géants pour à l'entame de tes propos, tu commençais déjà à parler de l'arrivée de ces géants. C'est vrai que aujourd'hui, c'est un mouvement qu'on ne saurait arrêter. Et je pense qu'il ne faudrait même pas essayer d'arrêter. Je pense que, tu l'as dit, depuis un moment, les investissements ont encore cru en Afrique et beaucoup dans le digital. Beaucoup dans le digital et en très grande partie dans les fintechs. Ceci parce que je pense qu'il y a un verrou qui a sauté. Hein. Je pense qu'on l'a vécu ensemble quand j'étais au CETIC. On se plaignait beaucoup du manque de business model de nos startups. Ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est que les business models deviennent de plus en plus matures et attirent donc des investissements. Et ça, c'est important. Et ceci en grande partie dû au fait que maintenant, les moyens de paiement existent parce qu'en Afrique, la carte n'a jamais été notre moyen de paiement. Le mobile money est devenu notre moyen de paiement et cela ouvre d'énormes possibilités à nos startups. Et dans ce combat, effectivement, ou dans cet écosystème, parce que quand on parle de tout ça, ce qui est important à un moment donné et qui attire tout le monde, c'est l'existence d'un écosystème. Un écosystème qui est en train de se construire et de se consolider. Et ces géants dont on parle sont des piliers essentiels ailleurs et devraient être des piliers essentiels aussi en Afrique. On l'a vu, ne serait-ce que dans le paiement Stripe qui est arrivé récemment avec PayPal, avec Paystack. On a vu Flutterwave qui avec PayPal, la dernière annonce. On a vu Cellulant avec Adyen. Donc les gros sont en train de venir. Et pour moi, c'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif parce que cela va permettre de renforcer l'écosystème. Et si nous arrivons à renforcer l'écosystème, ce sont des acteurs comme nous, ce sont toutes les fintechs, ce sont toutes les autres entreprises qui vont en profiter. Par contre, là où c'est important, je pense, là où nos pays devraient se renforcer, c'est dans la régulation. Et c'est dans tous les secteurs. Et dans tous les secteurs, quand malheureusement on est en face de ces géants et que tout est permis, les petits sont écrasés. Et les petits, c'est pas que des fintech et autres, c'est aussi d'autres acteurs qui peuvent être dans la distribution, dans FMCG et autres. Quand vous voyez des géants qui arrivent et que la régulation n'est pas au rendez-vous, malheureusement, ces petits-là pourraient disparaître. Mais régulation dans le bon sens du terme. Qu'on ne se méprenne pas sur mes propos, encore une fois, mon point, ce n'est pas de dire bloquons l'arrivée de ces géants, mais encadrons tout cela pour que l'écosystème puisse en tirer profit en définitive. Et comment des acteurs comme InTouch profitent de cela? Je pense que, tu l'as dit, si à un moment donné nous avions pu lever ces fonds de grands acteurs qui étaient, dont l'un, Total, est déjà présent en Afrique depuis très longtemps et l'un découvre l'Afrique avec nous, hein, Worldline. C'est parce qu'ils sentent que ce potentiel est là, mais que nous commençons à être prêts. Ce capital humain dont Gilles parlait
tout à l'heure, et dont le Sénégal s'est toujours glorifié. Ce capital humain existe dans un pays comme le Sénégal, ça existe dans beaucoup de pays africains, et nous devons continuer à capitaliser dessus. Capitaliser dessus dans le sens où le renforcement des partenariats que nous menons aujourd'hui avec ces grands acteurs permet d'attaquer de nouveaux marchés, d'apporter de nouvelles solutions. Quand nous, on lançait et que ces investisseurs venaient chez nous, la solution n'était pas celle qu'on a aujourd'hui. Elle a évolué parce qu'on a eu la confiance de ceux qui nous ont accompagnés et parce que nous étions certainement prêts à affronter ce marché-là et apporter de véritables solutions aux besoins qui se présentaient devant nous. Et donc, en résumé, je pense que c'est une question de momentum. C'est un moment qu'il ne faut pas rater, que nous, les entreprises, nous ne devons pas rater. Et j'ai l'impression que de part et d'autre, les différents acteurs le comprennent. Nous considérons un WhatsApp qui pourrait venir en Afrique, nous le prenons, nous le regardons de la même manière qu'un grand groupe comme Orange qui est déjà au Sénégal ou d'un Huawei qui est déjà présent. Pour moi, ce sont des acteurs de l'écosystème mondial. Il ne faut pas qu'en Afrique, on pense que nous devons rester dans un vase clos et que nous devons juste tout faire nous-mêmes. Il faut qu'on s'ouvre, que nous puissions reposer sur cet écosystème-là et que nous puissions grandir ensemble. Merci, tu me donnes la transition toute faite. Je vais revenir juste après vers toi, Gilles, ainsi que Jean-Michel, mais tout de suite, je voulais poser la question à Eva. Toi, Eva, tu travailles vraiment sur le niveau écosystémique, sur la relation entre les politiques publiques et les startups avec i4Policy. Quelles alliances imaginer, inventer pour les écosystèmes, pour justement ces réseaux d'incubateurs, pour gagner en autonomie et en force de frappe par rapport à ces géants du numérique? Et j'ai envie même de te dire, est-ce qu'il faut tout simplement faire des partenariats objectifs, gagnant-gagnant, directement, par exemple avec Huawei, avec Microsoft, et encore une fois, malheureusement, la Amoreté ne peut pas être des nôtres pour des raisons bien entendu compréhensibles, mais concrètement, comment aujourd'hui les écosystèmes peuvent de manière pragmatique essayer de tirer avantage de cette présence de plus en plus massive des géants du numérique sur le continent africain? Alors, merci beaucoup, Samir. Je pense que j'aurai peut-être l'occasion de parler un peu plus spécifiquement du travail qu'on fait autour des Startup Act, mais quand je pense aux écosystèmes d'innovation et je pense beaucoup aux hubs d'accompagnement qui jouent aujourd'hui un pont énorme dans ces relations, que ce soit avec les acteurs étatiques, mais également avec les acteurs du secteur privé, dont les grands groupes, et un modèle qu'on a vu qui, en mon sens, était assez positif, c'est l'alliance qu'il y a eu entre CC Hub et Facebook, notamment au Nigeria, en sachant vraiment qu'on va s'appuyer sur un espace qui existe déjà, qui met en place une offre technique d'accompagnement pour les entrepreneurs et où le grand groupe va venir capaciter cet espace en apportant du financement, en faisant de la prise de participation quand il y a lieu, mais surtout en mettant à disposition son expertise technique et également son réseau d'employés et son réseau aussi externe de partenaires. Donc ça, c'est pour moi des modèles hyper intéressants. Omar l'a mentionné un peu plus tôt, des groupes comme Orange qui sont déjà implémentés ici ont vraiment poussé l'open innovation comme un moyen gagnant-gagnant de relations entre les startups et les grands groupes. À savoir aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, à travers ces programmes-là, vraiment s'appuyer sur des solutions qui vont être locales, mais qui vont vraiment pouvoir tirer profit, que ce soit de l'infrastructure du grand groupe, de sa capacité en termes de recherche-développement, mais également de la réplicabilité de ces différentes solutions sur les pays où ils sont implémentés. L'autre chose qui est intéressant, c'est l'investissement que ces grands groupes font dans les startups. Bien entendu, on parle, en tout cas pour le moment, de ce que moi j'ai vu, c'est des investissements d'amorçage qui vont aller entre $5 000 et $20 000, mais qui permettent vraiment aux acteurs de l'écosystème, donc aux startups qui sont vraiment en phase d'idée, parce que la plupart des startups qu'on va avoir dans nos écosystèmes sont à ce stade-là ou dans la recherche de leur modèle économique, de pouvoir prototyper la solution, de pouvoir également s'assurer d'avoir accès à des ressources de qualité. Donc voilà quelques idées. Au-delà de ça,
ce qu'on a vraiment mis en œuvre à travers les mesures incitatives qu'on va retrouver dans le Startup Act. Peut-être juste pour le rappeler rapidement, cet instrument-là, il visait vraiment dans une approche législative de se dire comment est-ce qu'on regroupe plusieurs interventions, plusieurs incitations qui vont faire en sorte que cet environnement soit plus prospère. Donc, il ne s'agit pas uniquement des startups, mais les corporates vont être pris en compte, les investisseurs aussi. Et donc, comment est-ce qu'on peut vraiment avoir des mesures incitatives pour que ces corporates puissent travailler avec les startups, sous-traiter dans certains cas, faire des portages dans l'accès à la commande publique et qu'il y ait vraiment une démarche stratégique pour pérenniser la collaboration et les partenariats qui peuvent se mettre en place. Merci beaucoup Eva. Je me tourne tout de suite vers Jean-Michel Severino. Donc, investisseurs et partenaires fait partie vraiment des pionniers de l'investissement en Afrique. Hein. Parmi peut-être le premier fonds d'investissement qui a été créé il y a plus de 10 ans, dédié aux PME et aux startups africaines. On a bien vu dans les différents baromètres que l'investissement sur les startups africaines a été multiplié par 5 en 3 ans, malgré la Covid-19. Est-ce qu'à vos yeux, quelque part, on peut faire une corrélation entre ces investissements et cette confiance des investisseurs et l'investissement massif des géants du numérique comme Microsoft, comme Facebook, comme Huawei, dans la connectivité? Est-ce que quelque part, cette connectivité apportée par ces grands géants du numérique contribue d'une manière ou d'une autre à renforcer la confiance des investisseurs? Oui, alors d'abord, malheureusement, tu sous-estimes l'ampleur du problème parce que ça fait 20 ans que nous existons. C'est dramatique. Voilà, 20 ans. Mais à coup pas. Et d'autre part, oui, nous avons dû faire nos premiers investissements, par exemple au Sénégal, puisque nous parlions beaucoup de ce pays avec la laiterie du berger en 2003 ou en 2004. Mais la réponse est bien sûr oui. Hein. La réponse est bien sûr oui. Et je pense que c'est quelque chose qui est circulaire et qui est extrêmement positif. Les grands acteurs classiques du numérique, que ce soit donc les grands opérateurs téléphoniques, les grands équipementiers, investissent massivement parce qu'ils sentent qu'il y a une demande sociale qui est très présente. Ils sentent qu'il y a également des usages qui sont très spécifiques au continent africain et qui expliquent le fait que le continent africain est une terre du digital. Je prends un exemple parmi bien d'autres, juste pour illustrer le propos. Le digital solaire dans le domaine de l'énergie, il est vraiment né en Afrique et il se développe en Afrique. Les systèmes de SHS, les kits solaires domestiques, les usages productifs de l'énergie solaire à l'usage, qui sont gouvernés par Internet, etc. Tout ça, ce qu'on appelle le CNI dans le jargon de l'énergie, tout ça n'est possible que par Internet et très spécifique au continent africain. Donc en fait, il y a, et ça assoit une dynamique de marché qui n'est pas simplement que l'usage par les consommateurs pour les transferts de paiement ou pour leurs usages de communication. Et à l'inverse, ces grands acteurs ont besoin de développer ces usages pour remplir leur réseau, pour justifier leur présence au meilleur sens du terme, et tous, qu'il s'agisse de Vodafone, MTN, Orange, Airtel, pour ne parler que les plus grands, développent des initiatives qui, d'un côté, s'intéressent à la formation et au développement de start-up, comme le fait par exemple Orange avec les Orange Labs, investissent dans des fonds. Par exemple, en ce qui nous concerne, notre propre exemple, Orange est un partenaire important de plusieurs des sociétés d'investissement que nous avons lancées en Afrique, dont Teranga Capital, auquel Omar faisait allusion tout à l'heure. Ces acteurs investissent également dans la formation, ils accompagnent, comme le fait par exemple Atos, je le prends au Sénégal, des écoles de codage, parce qu'ils ont besoin d'ingénieurs, de cadres pour leurs industries. Donc tout l'écosystème entrepreneurial bénéficie des apports indirects et directs de ces sociétés qui également fournissent
la première marche à ces startups. Et par exemple, toujours pour reprendre l'illustration d'Orange, Orange a lancé un programme à travers son véhicule qui s'appelle Orange Digital Ventures, qui a pour objet d'apporter de l'argent seed et d'ouvrir les réseaux d'Orange à des entrepreneurs, au-delà des initiatives qu'il avait déjà prises, comme les prix de l'entrepreneuriat social, etc. Donc, on est vraiment dans cette boucle où les grands acteurs investissent massivement dans les infrastructures, les réseaux, etc. D'autre part, souhaitent développer l'écosystème du numérique, et cet écosystème du numérique prend appui sur les réseaux, sur les infrastructures pour se développer. Et cette dynamique, on l'a vu dans bien des régions du monde, mais elle est particulièrement riche en Afrique. Et encore une fois, elle a des grandes spécificités, c'est ce qui fait son originalité, la structure démographique du continent africain, ses espaces, les spécificités de son territoire créent des besoins et des innovations qui lui sont très particulières et qui expliquent la puissance de cette dynamique. Merci beaucoup Jean-Michel. Je me tourne tout de suite vers Gilles Babinet. Est-ce qu'on peut mesurer, on a parlé de partenariat entre les GAFA, les gens du numérique et les écosystèmes, est-ce qu'on peut mesurer, est-ce qu'il est possible de mesurer la contribution, la valeur ajoutée des géants du net au développement du numérique africain et j'ai même envie de dire au développement des écosystèmes start-up africains? Est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée? Est-ce qu'aujourd'hui il est capable, est-ce qu'on a les outils de le mesurer? Alors déjà, la contribution à la valeur au PIB, il y a d'innombrables études qui sont sorties à cet égard en général pour le continent européen, américain, etc. C'est des études qui sont très contestées parce que les méthodologies sont des méthodologies totalement macroéconomiques et donc globalement on n'y est pas parvenu. Et je doute qu'on y parvienne en macro, en tout cas pour l'Afrique. Il y a d'assez bons travaux, en revanche, sur la contribution au PIB des télécommunications, et notamment sur l'Afrique. Il y a un travail assez ancien de la Banque mondiale là-dessus, qui montre que quand on met un opérateur de télécom en Afrique, on accroît en gros le PIB de 1%, la croissance en fait du PIB de 100 points de base. Donc c'est très très significatif. Et moi je le dis assez souvent, c'est-à-dire que la caractéristique extraordinaire du numérique en Afrique, c'est finalement d'être capable, dans une certaine mesure, de suppléer à l'absence d'infrastructures. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup d'informations, eh bien, vous maximisez l'usage des infrastructures telles qu'elles sont présentes. Moi, je me souviendrai toujours de travaux que j'avais lus sur le téléphone mobile et les fermiers en Ouganda. Bon, ça, des gens très pauvres qui avaient des revenus qui étaient de l'ordre de quelques dollars, mais vraiment très très faibles, qui ont pu, juste parce qu'ils avaient un bargain power, une meilleure capacité de négociation de leur récolte, ils accédaient au supply chain, ils accédaient à la météo, ils pouvaient échanger des techniques agricoles, ça a changé leur vie. Maintenant, pour revenir à ta question, oui, ils ont un rôle et on voit certains acteurs, je pense à certains acteurs des GAFA, j'ai pas envie de les nommer, mais qui sont plus ou moins actifs à certaines périodes. Certains d'entre eux se sont retirés, ont commencé par arriver de façon assez forte et se sont retirés. Mais moi, il me semble que aujourd'hui, ce qui est à saluer, c'est un certain niveau d'autonomie. C'est-à-dire, quand on voit que, comme Omar, on commence à avoir des fonds d'investissement qui arrivent, et puis au-delà de ça, des acteurs économiques qui sont indépendants de tout ce que je pourrais appeler le monde finalement de l'aide en général, c'est vraiment intéressant. J'observe que dans plusieurs segments, on a une répétition de ce qu'on a eu dans le mobile money. C'est-à-dire que le mobile money, c'est quelque chose qui n'a jamais bénéficié de l'argent des ONG, qui a été lancé, comme chacun sait, au Kenya, et puis aujourd'hui qui est devenu quelque chose d'extrêmement commun, comme Jean-Michel le disait, qui est un usage pour ainsi dire endogène à l'Afrique. Et là, ce que je vois, c'est un peu la même chose qui est en train d'arriver, par exemple, dans le domaine de la santé. Il y a des services qui, au début, la santé, elle était très préemptée par le monde des ONG, financée donc par la BAD, la Banque mondiale, etc., l'AFD.
Et puis aujourd'hui, on voit des fonds d'investissement qui rentrent là-dedans parce que c'est un business qui est bancable. Finalement, la question de savoir qui aide le plus l'Afrique, moi j'ai envie de dire le premier apport à l'égard du numérique africain, c'est Gordon Moore, c'est-à-dire le monsieur qui a inventé le microprocesseur, la fameuse loi de Moore qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un smartphone hyper puissant pour $30, l'équivalent de ce que de l'iPhone 4 qui vous coûtait $800 il y a seulement 5 ou 6 ans. Voilà. Et ça, ça permet finalement de faire en sorte que tout le monde accède à cette technologie. Et cette technologie, elle a une beauté quand même, malgré tout, même si c'est aussi beaucoup de concentration économique, c'est qu'on est des acteurs actifs. C'est-à-dire qu'on est des usagers de la technologie, mais on produit aussi de la data, on contribue à des services. Voilà, l'exemple du mobile money est très emblématique finalement de cette capacité à faire ça. Quand vous montez des systèmes de mutuelle ou d'assurance avec des montants qui sont extrêmement faibles pour pouvoir correspondre finalement à une grande partie du marché africain, vous arrivez à avoir des coûts de transaction qui sont marginaux grâce à la technologie. Vous êtes incapable de... Si vous voulez monter un assureur au monde traditionnel comme il y avait 30 ans, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y avait beaucoup de bureaucratie, beaucoup de paperasse et que ça coûtait horriblement cher. Maintenant, on a des technologies qui sont particulièrement appropriées. Donc, ces gains d'opportunités que permet le numérique, je pense que leur terrain d'expression premier, c'est probablement les pays en développement et en particulier l'Afrique. Ah, on t'a perdu, je crois. Non, pas du tout. Vous êtes tous là, tout va bien. Philippe, vous m'entendez? Ah ouais, on t'entend. Oui, tout va bien. Philippe, la population africaine va doubler d'ici à 2050. Pour Huawei, comment demain connecter ce bouleversement démographique et quelque part, est-ce que ça augure d'une nouvelle approche de votre part vis-à-vis de l'essor numérique du continent? Ouais. C'est bon? Voilà, est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Il a des échos. Lui-même le son chez lui en fait. C'est chez lui des échos. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Il a des échos. Ça a vite se couper en fait. Ok. Non, Je vais y aller. J'ai bien entendu votre question. Donc, la population africaine va doubler d'ici à 2050. Donc, ça veut dire c'est pour préparer l'avenir dans 30 ans. Il faut qu'on projette dans 30 ans. Tout à l'heure, moi, j'ai déjà parlé beaucoup sur l'infrastructure, le data center, le cloud. Parce que Huawei, on vient de créer une branche dédiée au business data center cloud. Et on commence déjà à travailler avec beaucoup d'opérateurs publics et privés sur ce continent-là. Donc, je ne vais pas y revenir dessus. C'est plutôt pour répondre à cette question. Je pense que la clé, le plus important pour réussir demain, c'est engager comme les acteurs privés, et même nous sommes une entreprise high-tech, hein, mais il faut qu'on s'engage dans la formation et l'éducation. Peut-être c'est étonnant pour vous, mais c'est normal pour nous, selon notre philosophie. Parce que vous voyez, si c'est dans 30 ans et notre génération, la nouvelle génération dans 30 ans va vivre pleinement dans le 4e évolution industrielle. Donc cette base, je dis, c'est la maîtrise de la high-tech ICT. Donc si la population n'arrive pas à bien maîtriser ça, bien gérer, donc il n'arrive pas à bien connecter avec ce bouleversement démographique. On n'arrive pas à tirer la dividende de cette population. De cette population. Donc, vous voyez, depuis notre arrivée, on a créé des programmes, donc on s'engage de notre côté parce qu'on ne peut pas tout faire, mais on fait selon notre capacité. Donc, on a créé des programmes comme ICT Academy, de travailler avec beaucoup d'universités pour former des étudiants qui s'intéressent de s'évoluer dans le domaine ICT.
depuis notre création en 2012, il y a à peu près plus de 200 étudiants ingénieurs sont formés par notre ICT Academy, le programme. Et puis on a des programmes comme Sys for the Future, c'est pour former la crème de la crème. Donc ça, on a déjà des actions en place dans le RSE. Et parce qu'on y croit, ça c'est la base de réussite du continent africain. Il faut qu'on améliore. C'est pas juste c'est pas juste le quantitatif qu'on va profiter, plutôt c'est la qualité de cette population qui va créer. Parce qu'une fois la qualité et la formation, le niveau leur niveau qui dépasse le seuil bien maîtrisé, et cette population deviendra plus innovante et plus autonome. Et une fois qu'il arrive à ce niveau-là, il peut mieux engager au développement économique en Afrique. Ça devient une ressource positive pour l'économie et peut accélérer. Dans le même temps, c'est une façon de résoudre l'employabilité dans ce continent-là pour la nouvelle génération. Et ça devient un cycle positif pour l'économie. Et avec toutes ces conditions-là, on peut vraiment profiter la dividende de cette population. Et puis, ça deviendra la motrice de développement économique. C'est pas que pour le continent, même pour le monde entier. Parce que c'est le chiffre alentour de 1,2 milliard, c'est le chiffre qu'on parle. Donc c'est pour Huawei, donc vous voyez, un côté on va continuer à investir dans l'infrastructure avec nos partenaires, avec notre propre fonds. Ça on va continuer, ça c'est notre métier. Et l'autre côté, on va continuer à travailler avec nos partenaires, les universités, les organisations, dans le domaine éducation, ICT. Donc on y croit avec ces deux piliers-là. Après, pour faire avancer d'autres choses, pour attirer, par exemple, investissement, pour créer beaucoup d'usages basés sur cette plateforme, ça sera plus facile. Et ça sera mieux gérer le gap actuel entre l'Afrique et les autres continents. Et je crois beaucoup, et Huawei, c'est pour ça, même pendant cette période un petit peu challengée et difficile, et nous allons continuer à investir dans la formation et l'éducation pour qu'on puisse vraiment assumer notre responsabilité d'ici 30 ans à 2050. Voilà, merci. Merci beaucoup Philippe Hwang, merci pour ce témoignage et pour nous avoir présenté la vision stratégique de Huawei, de participer à ce débat qui se veut inclusif avec les écosystèmes, avec les géants du numérique, avec des professionnels d'investissement comme Jean-Michel Severino, avec les professionnels du numérique et aussi des acteurs clés du numérique européen avec Gilles Babinet. Gilles Babinet qui fait d'ailleurs partie de la Fondation Afrique-Europe, comme Omar Cissé. Et cette plénière d'ailleurs est construite en partenariat avec la Fondation Afrique-Europe. Et je voulais d'ailleurs Omar Cissé en tant que membre de cette fondation, mais aussi Gilles, mais Omar, aujourd'hui, est-ce que la ligne fédératrice entre nos deux continents doit se faire en matière par le digital? Et est-ce qu'il y a un intérêt commun entre l'Europe et l'Afrique à faire cette alliance digitale, peut-être aussi pour être mieux armés, ou en tout cas pour aborder de manière plus sereine l'arrivée de ces géants du numérique comme les GAFA, comme les géants d'Asie, comme Huawei, pas seulement en Afrique, mais aussi sur le continent européen. En quoi l'alliance Europe-Afrique a du sens aujourd'hui, notamment à l'aune de cette révolution numérique qui est en train de transformer le monde, et cette digitalisation qui a gagné 10 ans avec la Covid-19. Aujourd'hui, le digital fait partie intrinsèque de nos vies. Et quels sont les intérêts communs entre l'Europe et l'Afrique par rapport à cette révolution numérique? C'est une question pour Omar, pour moi. Pour Omar, et tu pourras dire un mot juste après, et ensuite ce sera le mot de la fin pour honneur aux dames, pour Eva. Très bien. Je ne sais pas que si cette relation va se renforcer que par le digital, mais très clairement le digital va être un des axes clés.
Et c'est pour cela que c'est un des axes qui a été identifié à travers cette fondation et nous travaillons dessus. Et je reste convaincu que, bon, il faut le dire, cette relation-là entre l'Europe et l'Afrique, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est juste que elle est en train de se transformer de manière encore plus rapide par le digital ces dernières années. C'est comme ce que Jean-Michel disait tout à l'heure. Je pense qu'une collaboration entre l'Afrique et l'Europe via IEP, via Orange, dans des fonds d'investissement, ça se fait depuis plusieurs années. Mais vraiment saluer d'ailleurs le travail de l'IEP dans ce sens-là, qui n'a attendu personne et qui a compris très tôt le sens qu'il fallait donner à cette relation-là. Et nous pensons que dans la manière dont les choses ont évolué, pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le digital devrait beaucoup aider. Le digital devrait beaucoup aider et ça transforme la manière dont nous travaillons ensemble. Quand je reviens à la collaboration qu'on a avec ces grands acteurs qui interviennent aujourd'hui en Afrique, elle a changé, la collaboration elle a changé par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. Et nous espérons que cela va avec les géants qui arrivent, parce que quand on parle de tout ce qui est des GAFA et autres, nous, le travail que nous faisons aujourd'hui, nous ne saurons pas le faire sans les GAFA. Il faut être clair dessus, nous ne saurions pas le faire. Quand aujourd'hui la pandémie s'est déclarée et qu'il a fallu, ou là où on avait 60 commerciaux terrain qui allaient tous les jours à la rencontre de nos points de vente et autres, que ces gens-là ne pouvaient plus sortir, notre seul axe de travail, c'était le digital. Et nous nous sommes reposés sur Google, nous nous sommes reposés sur Facebook pour communiquer, avoir le point de vente, parce qu'aujourd'hui le point de vente est déjà sur YouTube. C'est quelqu'un qui regarde des films, qui regarde autre chose sur YouTube. Nous savons le joindre via la communication que nous faisons dessus. Il sait s'inscrire, nous savons le former via WhatsApp et nous savons l'accompagner après plus tard sans même nous prendre au niveau du point physique. Et ça, c'est capital. Comment continuer à nous reposer dessus? Comment faire en sorte que des acteurs comme Orange, comme IEP, qui aujourd'hui investissent dans des secteurs... J'étais très surpris de voir les derniers investissements dans le digital en Afrique de IEP, qui sont différents, notamment... je ne citerai pas les exemples, mais un nouveau modèle de collaboration est en train de naître. Un nouveau modèle de collaboration est né et nous pensons qu'on a un intérêt commun. J'ai l'habitude de dire que là où nous allons, je pense que le monde est devenu un village planétaire. Ce monde est devenu un village. Il ne serait pas question que les jeunes soient attirés par des endroits où on pense que l'herbe est plus verte. Je le dis comme ça, parce qu'aujourd'hui c'est le cas. Avec le digital, on n'a plus cela. Nous compétissons dans tous les pays africains. Si nous, aujourd'hui, on a pu, depuis le Sénégal, ouvrir au Nigeria, ouvrir en Afrique du Sud bientôt, lancer la Tanzanie et l'Ouganda, c'est parce que le digital le permet. C'est parce que le digital le permet que que nos jeunes n'ont pas besoin d'aller développer pour une boîte française en France, donc émigrer pour cela. Elles savent le faire d'ici. Et donc, je pense que ce capital humain-là est en renforcé. Moi, je crois que nous devons encore investir plus sur le digital et faire en sorte que l'Afrique soit cette terre où on pense qu'à partir d'ici, on peut servir le monde entier. Et j'espère que ça contribuera fortement à renforcer les relations entre l'Europe et l'Afrique. Moi, c'est ma conviction. Merci beaucoup, Omar. Gilles, tu fais partie aussi de la Fondation Europe-Afrique. Est-ce que tu as en 1 minute un message à faire passer qui fait écho à ce que vient de dire Omar et à toutes les interventions précédentes de Philippe à Jean-Michel en passant par Eva, et Eva va dire le mot de la fin. Écoute, moi je vais paraphraser Omar, mais on a une opportunité historique et je pense que de dépasser d'ailleurs souvent des débats qui ont trait à la relation Europe-Afrique, sur les sujets d'immigration. En réalité, moi j'observe qu'il y a beaucoup de diasporas qui sont investis dans le domaine du numérique et que cette mobilité finalement de gens qui vont, qui viennent, c'est aussi une mobilité de capital humain
Et soit on le prend comme ça, soit on va perdre cette relation à l'Afrique et on va perdre une opportunité qui est unique. Voilà, je pense vraiment comme ça. Et je regrette qu'on ne fonde pas plus, d'ailleurs, je dirais un axe géostratégique Europe-Afrique qui soit basé sur la technologie, parce qu'il y a tellement à dire, il y a tellement à faire, il y a tellement à considérer les choses sous un paradigme nouveau. Je pense que ça devrait être plus fait. Et ça serait extrêmement vertueux de le regarder de cette façon. Merci Gilles. Maintenant, nous arrivons au terme de ce débat qui a été passionnant, qui nous a permis de prendre de la hauteur, de regarder un petit peu, non pas seulement depuis le terrain, il y a eu 2 jours de terrain avec les startups qui ont pris la parole. Là, c'était un peu la prise de parole pour regarder d'un point de vue plus écosystémique, d'un point de vue aussi des opérateurs, comment l'Afrique et l'axe numérique Afrique-Europe est en train de se dessiner. Eva, est-ce que tu veux dire une petite conclusion? Qu'est-ce qu'aujourd'hui il faut amplifier? Et tu as vraiment 1 minute parce que nous arrivons au terme du débat. Qu'est-ce que ce débat t'inspire et comment veux-tu conclure ce débat? Et peut-être donner une piste pour la suite. Merci beaucoup Samir. Alors ce que ça m'inspire, c'est qu'une fois encore, il faut qu'on ait des processus participatifs vraiment amplifier et vulgariser les valeurs de co-création, de partenariat, voir comment est-ce qu'on peut être plus délibératif dans nos approches. Moi, je crois énormément dans les personnes et dans la capacité vraiment à pouvoir faire preuve d'empathie pour unifier nos voix et déterminer des priorités et des solutions, des actions communes. Et le deuxième point relatif à cela, c'est que ce soit en termes de souveraineté, que ce soit en termes d'investissement, que ce soit dans la valorisation vraiment de la jeunesse africaine et du capital humain qu'on a ici, comment est-ce qu'on arrive vraiment à impliquer toutes les catégories d'acteurs, ceux qui sont vraiment concernés, ceux qui sont aussi responsables, que ce soit l'État, dans la mise en place de ce cadre favorable, mais surtout ceux qui doivent être consultés et informés, parce que ce sont finalement les bénéficiaires de tout ce qu'on peut faire en termes d'initiatives et de programmes. Donc ce sera un grand appel à des processus plus délibératifs et plus participatifs. Merci beaucoup Eva. Ce sera le mot de la fin de ce Digital Dialogue qui est un peu la grande tradition d'Emerging Valley, de prendre de la hauteur. Merci Eva Soébion de ces mots de conclusion et d'espoir et de tracer ces perspectives. C'est le début d'un dialogue qui va se poursuivre avec Emerging Valley bien entendu, mais aussi avec la Fondation Afrique-Europe. Et nous continuerons d'être inclusifs et de donner la parole à tout le monde sur le futur du numérique entre l'Europe, l'Afrique. Et c'est un privilège depuis Marseille de faire d'accueillir ce débat et de repenser ensemble, de définir ensemble la relation Afrique-Europe par le numérique. Je remercie donc Jean-Michel Severino, qui est le fondateur d'Investisseurs et Partenaires, de participer à ce Digital Dialogue. Omar Cissé, le fondateur d'InTouch, de nous avoir rejoints. Eva Soébion, fondatrice de i4Policy, Gilles Babinet, qui est le représentant pour la France auprès de la Commission européenne en tant que digital champion et coprésident du Conseil national numérique pour la France, et enfin Philippe Wang, le directeur de Huawei pour la région Afrique du Nord. Merci Philippe de nous avoir rejoints et d'avoir débattu avec nous. Toutes ces insights, tous ces débats vont se retrouver dans le livre blanc d'Emerging Valley qui sera disponible au public d'ici la fin de l'été. Merci à tous et bravo pour vos actions et merci d'avoir participé à ce Digital Dialogue. À très bientôt. Merci à toi Samir. Au revoir. Merci Samir, bonne fin de journée, bravo pour Emerging Valley. Bravo. Salutations à tout le monde. Merci, à très bientôt. Eh bien, je vais maintenant remercier tous nos partenaires, à commencer par les collectivités. Je remercie ici la ville de Marseille, je remercie le département du Bouches-du-Rhône. Je tiens d'abord à vous dire,
ceux qui sont encore en ligne, qu'il y a une soirée musicale Emerging Valley qui va démarrer dans 2 minutes. La soirée musicale Emerging Valley en partenariat avec Trace TV, qui sera maintenant, qui va démarrer dès que j'ai fini les remerciements. Je remercie le commissaire européen Thierry Breton et la Commission européenne. Je remercie la métropole Aix-Marseille-Provence. Je remercie Euroméditerranée et l'établissement public d'aménagement. Je remercie la saison Africa 2020. Je remercie également le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Et bien entendu, tous nos speakers, près de 200 speakers, tous nos partenaires pays, les ambassadeurs qui sont venus, l'ambassadeur à la Méditerranée, l'ambassadeur de France au Nigeria, en Afrique du Sud. Je remercie également tous les partenaires privés, Deloitte et d'autres qui nous accompagnent, l'Institut de recherche pour le développement. Je remercie également la Fondation Pierre Fabre qui nous a accompagnés sur les sujets de e-santé. Et bien entendu, je remercie l'ensemble de l'équipe d'Emerging Valley qui s'est absolument mobilisée et qui a réussi cet exploit de tenir cet événement en format résilience, en format en ligne. Et je salue Elsa Larue qui est ici. Je salue Julie qui s'est démenée et qui a coordonné l'ensemble de la relation avec les speakers. Et il y a aussi Julie, la photographe, il ne faut pas l'oublier. Je remercie Lucas qui était avec nous pour coordonner tous les ateliers. Je remercie Camille également qui a coordonné énormément de choses. Camille qui est là avec tous les speakers. Je remercie Maria qui a coordonné tous les réseaux sociaux avec Lorraine, avec Tessa, avec Coralie. Je remercie également Philippine qui est là et qui a été absolument la petite fée pour gérer les SAS avec tous les speakers. Je remercie également l'équipe technique qui, depuis Emerging Mediterranean, est là pour nous accompagner et qui a su s'adapter à la complexité de ce projet. Je rappelle qu'il y a eu 60 sessions en live, je rappelle qu'il y a eu 200 speakers, que plus de 2000, on a déjà dépassé depuis bien longtemps les 2000 participants qui étaient, là je crois qu'on est, je ne sais plus, il faudrait qu'on regarde, mais 2000 participants qui ont participé, qui ont assisté à tous les lives. Je rappelle que tous les lives sont maintenant en replay automatique, vous pouvez suivre tous ces replays qui vont être disponibles pendant plus de 12 mois. Nous allons également les mettre sur les réseaux sociaux. Nous allons également les mettre sur notre plateforme et sur notre YouTube et nos Facebook. Emerging Valley, 4e édition, c'est terminé. Édition en ligne, mais nous vous donnons déjà rendez-vous en décembre 2021. C'est-à-dire que cette année, nous allons avoir 2 éditions d'Emerging Valley. Édition virtuelle d'avril, mais déjà dans 8 mois, nous aurons la prochaine édition qui, cette fois-ci, sera en présentiel, toujours à Marseille. Et les dates seront dévoilées très prochainement, mais ce sera en décembre sur le territoire d'Aix-Marseille, et donc en décembre 2021. Donc dans quelques mois, la prochaine édition d'Emerging Valley se tiendra avec tous nos partenaires que nous vous remercions également l'AFD, la Proparco, le Conseil présidentiel pour l'Afrique et tous ceux que j'oublie et qui me pardonneront. Merci à tous et maintenant c'est l'heure de profiter de la soirée digitale, la soirée musicale, et je vais demander tout simplement à l'équipe de me rejoindre et à la photographe d'immortaliser ce moment. Venez tous et on va lancer juste après la soirée musicale avec Trace TV. Allez, venez et on va faire la photo de famille.